Bonjour à toutes et à tous, les écrits du bac ont démarré et aujourd'hui on va s'attaquer au corrigé de français pour la filière générale aux côtés de Coralie Sibard, professeure de français au lycée français Prince-Henrique de Copenhague. Bonjour. Bonjour. Donc je précise qu'on va vous donner des petites pistes, des éléments de correction et les pièges aussi qu'il fallait éviter, mais évidemment, je vous rassure, il n'y a pas un plan unique qui détermine votre réussite ou non de l'épreuve. Donc on va commencer déjà avec le commentaire de texte qui porte sur le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, un extrait de L'Ensorcelé de Jules Barbé d'Aurevilly. Déjà, quelle est ta première impression en voyant ce texte, en pensant notamment aux élèves qui ont découvert ce texte ce matin? Exactement. Alors je pense que les élèves, et je l'espère d'ailleurs pour eux, n'ont pas eu une mauvaise surprise en découvrant ce texte, dans le sens où, de mon point de vue, il n'y avait pas de difficulté particulière dans ce texte. On était sur un texte plutôt, on va dire, simple à comprendre, mais un texte évidemment, quand les textes sont plutôt simples à comprendre, eh bien évidemment on attend que les élèves fassent une analyse plutôt approfondie. Mais en tout cas, voilà, de prime abord, comme ça, le texte ne me paraissait pas très compliqué et il y avait des choses très intéressantes à relever. Justement, lesquelles? Alors, dans ce texte, déjà, on avait un gros indice dès le début. Dans le paratexte, on nous explique qu'on est au chapitre 1. Et les élèves, en principe, le savent, je l'espère en tout cas. L'extrait, le chapitre 1, on nous dit extrait du chapitre 1, cela veut donc dire qu'on est au début du roman. C'est ce qu'on appelle l'incipit. Donc, le fameux incipit où il faut porter une attention particulière à l'ambiance que crée l'auteur pour plonger le lecteur justement dans une ambiance particulière. C'était quoi l'ambiance justement? Et alors, donc, dans ce texte-là, qui était purement descriptif, donc d'ailleurs c'est peut-être ça qui a un peu troublé aussi les élèves, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas réellement d'action. On nous décrit un lieu qui se trouve en Normandie ce lieu est entre réalisme et fantastique, surnaturel. On nous plonge dans un environnement à l'ambiance pesante, inquiétante. On nous parle de croyances, on nous parle de légendes. C'est pas pour démarrer le bac du coup. Voilà, exactement. Mais ce qui aurait pu peut-être un petit peu poser problème aux élèves, en tout cas, c'est que le texte est purement descriptif. Donc peut-être qu'on tourne un peu en rond au bout d'un moment dans ses arguments, dans ses idées, mais voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et qu'est-ce qu'il fallait faire justement pour dépasser ce côté descriptif, pour vraiment aller plus loin dans ce commentaire? Alors je pense qu'il fallait pas seulement se baser sur le fait que le texte est descriptif, mais plutôt voir tout le sous-entendu en fait, tout, l'implicite dans ce texte. On est au chapitre 1. Évidemment, derrière, il y a d'autres chapitres, donc il faut essayer de se mettre dans la tête de l'auteur et d'essayer d'imaginer en fait la suite en fait de l'histoire. D'accord. Et donc dans ce texte-là, on avait des indices en fait sur la suite du roman. On nous parle notamment d'une singulière apparition, peut-être d'un fantôme qui apparaît à la ligne 25. On nous dit il y revenait, c'était écrit en italique. Donc on imagine que ici l'auteur nous fait la description d'un lieu probablement hanté, en tout cas qui est chargé en croyances et en légendes. Et apparemment, il y a des choses tragiques qui se produisent à cet endroit. Donc, voilà, ce qui était important ici à remarquer, c'est qu'on nous donne des indices sur la suite du roman. Sans doute qu'il va se passer des choses graves et inquiétantes dans la suite des chapitres. Et sur cette phrase en italique, il fallait comprendre qu'il parle d'un fantôme, en fait, l'auteur? En fait, il y a beaucoup de mystères. Voilà. Et je pense que justement, toute l'analyse devait tourner autour de cette atmosphère extrêmement mystérieuse. On n'a pas vraiment de réponse aux questions et c'est fait exprès, justement. Donc, je pense que les élèves ne devaient pas s'inquiéter s'ils n'arrivaient pas à comprendre exactement tous les tenants et les aboutissants de ce texte-là. Volontairement, ici, l'auteur laisse du mystère, en fait. Oui, il y a un fameux « il y revenait », on ne sait même pas qui c'est, mais vu qu'on nous parle de singulières apparitions, on nous parle de gens qui sont mis en danger s'ils traversent cette fameuse lande normande, on peut peut-être imaginer que le lieu, en tout cas, est chargé d'une puissance, d'une présence surnaturelle. Voilà. Mais il y a beaucoup de mystères, en tout cas, dans ce texte-là, et c'est sur ça, je pense, qu'il fallait jouer dans son commentaire, sur le côté mystérieux. Ok, ouais. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il fallait vraiment mettre en évidence, à part ce côté mystérieux? Enfin voilà, en gros, quels étaient les éléments clés pour se dire, voilà, là, je sais que j'ai réussi mon épreuve. Déjà qu'on a un auteur qui nous plante un décor, qui nous installe une ambiance bien particulière, parce qu'on est dans l'incipit au chapitre 1, donc il faut qu'on sente cette ambiance. C'est une ambiance qui est à la fois pesante, comme je l'ai dit, mystérieuse, mais on a aussi tout un côté assez réaliste. On a des détails, on a de la description, on a tout un côté très réaliste.
texte. On a des noms de lieux aussi très précis. Donc on a un peu l'impression, on a presque envie d'y croire en fait. On a envie de se dire que ce lieu, il existe et que ses croyances voilà, sont véritables. Donc je pense qu'il fallait remarquer le côté descriptif, le côté planter le décor, installer une ambiance mystérieuse pour ensuite laisser au lecteur le soin d'imaginer la suite du récit. La dimension fantastique, évidemment, à côté de laquelle il ne fallait pas passer. Voilà. Et puis, de voir qu'il y avait une progression aussi dans le texte. On est d'abord dans un cadre un petit peu réaliste. Et puis, plus on avance en fait dans le texte, plus on se rend compte qu'il y a des dangers, qu'il y a des menaces en fait qui pèsent sur ce lieu. Et ça, c'est au fur et à mesure en fait de l'Incipit que l'auteur nous donne en fait ces indices, ces petites informations au fur et à mesure du texte. Ok. Et est-ce qu'il y avait un plan à éviter? Alors, est-ce qu'il y avait un plan à éviter ? Le plan à éviter, en principe, même si ça n'est pas sanctionné, c'est de faire du linéaire. Ce qu'on appelle le linéaire, en fait, c'est quand on va faire ses idées, on va tracer son plan, et que les idées vont suivre, en fait, l'ordre chronologique du texte. Voilà, on va faire du début jusqu'à la fin. L'idée, en fait, très classique. Oui, c'est pas que c'est classique, c'est ce qu'on demande aux élèves de faire pour l'épreuve orale, notamment du bac de français. Donc des fois, il y a une petite confusion. Les élèves ont tendance à faire du linéaire, comme on leur a appris pour l'oral, pour un texte à l'écrit. Alors après, attention, il ne faut pas vous inquiéter. S'il y a un plan linéaire qui a été fait, c'est pas grave, ça n'est pas sanctionné. Mais c'est juste que ce texte-là ne se prête pas vraiment à du linéaire, parce que le côté mystérieux, pesant, la dimension fantastique que j'ai mentionnée tout à l'heure, on la retrouve partout, en fait, dans le texte. Donc il fallait surtout pas... Le texte est divisé en 3 paragraphes. Il fallait éviter, je pense, de faire un axe 1 qui porte sur le premier paragraphe, l'axe 2 qui porte sur le deuxième et l'axe 3 qui porte sur le dernier paragraphe. C'est dommage, d'autant plus qu'à mon avis, les élèves se seraient vite rendus compte qu'on se répète dans nos idées, puisque, comme je l'ai dit, le côté mystérieux, descriptif, etc., on le retrouve dans tout le texte, pas seulement dans un paragraphe en particulier. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu aurais privilégié, toi, comme plan, même si je sais qu'il n'y a pas un plan unique? Il n'y a pas un plan unique, mais comme j'ai dit, voilà un plan composé où d'une part on aurait étudié le côté descriptif de ce paysage qui est désertique, qui est morne. On nous dit aussi que c'est un large territoire. Donc d'abord le côté un peu plus descriptif, je pense, du texte. Et puis après j'aurais glissé vers quelque chose d'un peu plus progressif parce qu'on nous donne des indices sur ce lieu. Et j'aurais basculé sur le côté surnaturel, dimension fantastique, voilà, qu'on nous donne. Et puis j'aurais aussi évidemment évoqué tout le côté danger, menace. En fait, on nous prépare à lire la suite de ce chapitre 1. Super. Voilà, on ménage notre suspense. Ok. Voilà. Eh ben, super, très bon résumé, merci. On va passer maintenant à la dissertation dont le thème porte sur le théâtre du XVIIe au XXIe siècle avec 3 sujets au choix. Il y avait Pierre Corneille, le menteur, Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, et Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non. Ben pareil, première impression quand tu as vu ce texte. Alors, première impression, le théâtre, en fait, c'est la première année que l'on testait, on va dire ça comme ça, en tout cas que l'on faisait étudier à nos élèves ces 3 pièces. Donc, Corneille, de Musset et Sarraute. C'était la première année, voilà. Parce que tous les 2 ans, en fait, il y a une partie du programme de français qui change. Et donc, c'était la première année qu'on testait ces œuvres avec nos élèves. Alors, ça a peut-être surpris les élèves que ça tombe sur ces œuvres qui sont nouvelles au programme. Enfin, nouvelles, surtout pour les professeurs, parce que bon, finalement, les élèves, eux, ne le savent pas. Mais en tout cas, même si ça peut un petit peu surprendre que voilà, ce soit tombé sur le théâtre, les 3 sujets, en apparence, ne me paraissaient pas particulièrement difficiles. Dans la mesure où, déjà, les questions, on les comprend. Voilà, il n'y a pas de mots. Parfois, les élèves sont bloquent un peu sur un mot technique, un mot un peu compliqué. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, je trouve que les questions, en tout cas, sont formulées de telle sorte qu'on a plein d'idées en fait qui viennent en tête quand on lit ces questions. Parce qu'il y a quand même plein d'élèves des fois qui ont un peu peur du théâtre. Oui, c'est quelque chose qui est un peu redouté au bac de français. Le théâtre, ça fait plutôt peur, je trouve, pour le commentaire. C'est-à-dire que quand c'est un texte de théâtre, pour le commentaire, là, ça fait peur. En dissertation, ça dépend des élèves. Il y en a qui aiment bien ça. Mais donc, c'est 3 sujets évidemment différents parce qu'on est sur 3 œuvres différentes. Mais les questions sont vraiment formulées d'une manière où il y a quand même les idées qui viennent assez naturellement si évidemment on a un minimum étudié et compris les enjeux de l'œuvre. Ce qui est important. Voilà, sinon on ne prend pas la dissertation, il vaut mieux éviter évidemment. Mais voilà, moi je ne trouve pas de difficulté particulière en tout cas dans la formulation des sujets et ce qu'on devait proposer comme idée. Et est-ce qu'il y avait un point commun entre les 3 sujets proposés? Alors oui, il y avait un point commun entre ces 3 sujets, c'est que la manière dont les questions sont tournées devait vous amener à proposer un plan dialectique.
Donc ce fameux plan, la thèse, l'antithèse et la synthèse, voilà, les 3 questions étaient tournées de manière à ce que les élèves cherchent, on va dire, à d'abord aller dans le sens du sujet, ce qu'on appelle la thèse, on va dans le sens de la question, et puis après à apporter des nuances, à montrer en fait les limites du sujet, c'est ce qu'on appelle la fameuse antithèse. Voilà. Donc les 3 sujets avaient ce point commun. D'accord. Et donc, il fallait absolument suivre ce plan-là ou si on changeait un petit peu de... Alors, si on n'allait pas en tout cas dans cette direction, voilà. Voilà, de toute manière, je pense que vous le savez déjà, il y a 2 types de plans en dissertation. Il y a le dialectique et il y a le thématique. C'est ça les 2 plans, en fait, qu'on propose en dissertation. Là, il fallait partir sur du dialectique. Après, pas de panique. Si vous avez fait plutôt du thématique, ça peut toujours passer. Une fois de plus, en fait, il ne faut pas trop s'attacher non plus à des choses très rigides en termes de méthode. Une dissertation, c'est comme un commentaire. Tout dépend comment on défend ses arguments, tout dépend comment on organise sa pensée, tout dépend comment on mobilise ses connaissances sur l'œuvre. Alors peut-être que votre plan ne colle pas exactement à ce qui est demandé, c'est-à-dire, ah mince, j'ai fait un thématique au lieu d'un dialectique. Pour autant, si vous défendez bien vos arguments, faut voir la copie après évidemment, mais si les arguments sont bien défendus, on peut quand même s'en sortir avec une bonne note. Voilà, il n'y a pas trop à paniquer. Oh, ok, bon, bah, tant mieux. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu les pièges qu'il y avait à éviter, peut-être nous dire un peu au tableau, nous expliquer, je ne sais pas s'il y avait 2-3 pièges où il faut vraiment se dire, voilà, c'est 2-3 pièges, il fallait vraiment les éviter parce que sinon ça peut être compliqué. Alors, est-ce qu'il y avait des pièges à éviter Alors oui. S'il y en a, parce que peut-être que c'est pas le cas. Voilà, non, moi je trouvais personnellement qu'il n'y avait pas spécialement de pièges à éviter. Okay. En tout cas, peut-être si une petite chose, alors qui va peut-être paraître... Peut-être que les élèves vont se dire, bah oui, évidemment. Mais par exemple, si je prends le sujet A, si je le relis, on nous demande si dans la comédie, le menteur, l'art du mensonge, est-il toujours maîtrisé ? Je reviens déjà à cette histoire de plan dialectique, thématique. Vous voyez que quand même là, la question, elle invite à répondre, oui, l'art du mensonge est toujours maîtrisé, mais elle ne l'est pas toujours. Donc je reviens juste à cette histoire de plan dialectique et thématique. Je veux dire par là que si... Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis ça ? Eh bien que, alors, si l'art du mensonge est toujours maîtrisé, eh bien par moment, on voit que le personnage principal, Dorante, eh bien le mensonge, en fait, c'est un personnage qui ment tout le temps, Dorante. Eh bien, on voit bien que par moment, le mensonge, en fait, échappe au contrôle de Dorante. Donc on ne peut pas dire que l'art du mensonge est toujours maîtrisé. Donc en fait, je veux dire par là que les questions, elles étaient formulées. Naturellement, on a envie de dire, oui, il maîtrise toujours l'art du mensonge, et ben non. Parfois, le mensonge lui échappe, le mensonge devient incontrôlable et ça se retourne contre lui. Donc en fait, les questions, elles étaient quand même posées d'une telle manière que le plan dialectique devait venir naturellement à l'esprit des élèves. Normalement. Okay. Donc en gros, non, il n'y a pas vraiment de... En gros, c'est ça. Donc pour dire le plan dialectique, très rapidement, en fait, on va aller dans le sens du sujet. On va dire oui, c'est ce qu'on appelle la thèse. Je ne sais pas si on voit et si j'écris assez gros. Je crois que oui. Ça ira ? Ouais, bon, en tout cas, moi, j'y vois bien. C'est bon, tu y vois bien ? Ouais, moi, c'est bon. On va dans le sens du sujet, en fait, c'est ce qu'on appelle la thèse. On répond oui, l'art du mensonge est toujours maîtrisé, oui. Par contre, dans un sujet de dissertation, il y a toujours des mots à nuancer. Ici, le mot à nuancer, c'était le mot toujours. Le toujours est à nuancer dans la mesure où, eh bien, non, l'art du mensonge n'est pas toujours maîtrisé dans la comédie Le Menteur. Donc le oui et mais, c'est ça en fait qu'on appelle un plan dialectique, c'est-à-dire que le oui, on va dans le sens du sujet, c'est la thèse, et puis le mais, c'est l'antithèse. En gros, on apporte les limites, on montre les limites, ce qu'on appelle l'antithèse. Voilà, alors après, pour apporter des éléments de correction un peu plus précis, ben oui, dans un premier temps, on peut dire que Dorante maîtrise l'art du mensonge. Il le maîtrise parce que, on le voit bien, c'est un personnage qui est éloquent. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a vraiment cette qualité, cette capacité à briller par ses mensonges. Il a l'art du récit, il a de l'imagination, il a de la créativité, mais en plus, il met les formes. Donc en fait, c'est un personnage qui est très éloquent. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est art du mensonge. Je pense que dans l'introduction, il fallait un petit peu s'arrêter sur cette expression art du mensonge. Si on nous parle d'un art, en fait, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose pour lequel on est peut-être doué naturellement. Et c'est vrai que le personnage de Dorante est naturellement doué pour le mensonge. Le piège que je n'ai pas noté au tableau, mais que je peux dire rapidement, c'est qu'il ne fallait pas s'embêter, je pense, dans son plan à expliquer trop en détail ce qu'est l'art du mensonge. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas à prouver si oui ou non il y a de l'art du mensonge dans la pièce. On nous dit que oui, il y en a, mais est-ce que cet art du mensonge est toujours maîtrisé ?
Donc le truc à pas faire, je pense, c'est passer trop de temps sur prouver si oui ou non, par exemple, le personnage de Dorante est un menteur. Voilà, non, il est un menteur. On le sait, c'est acté. On le sait, c'est acté, c'est pas quelque chose qu'il fallait prouver. Il est un menteur, il est doué pour ça, parce qu'on nous parle d'art, du mensonge. Et le sujet consistait à voir si cet art est parfaitement maîtrisé ou au contraire, est-ce que Dorante n'a pas parfois des petits échecs, est-ce qu'il n'a pas un petit peu de mal, il s'en mêle pas un petit peu les pinceaux dans tous ses mensonges. En tout cas, voilà, ce qui n'était pas approuvé, je peux peut-être le rajouter en vert. Fais-toi plaisir. Voilà. Ce qui n'était pas approuvé, c'est art du mensonge. Alors, on peut en parler un peu dans l'introduction pour expliquer ce que c'est, l'art du mensonge. Voilà. Mais en tout cas, il ne fallait pas faire toute une démonstration qui vise à prouver si, voilà, je me répète un peu, mais si, Dorante est un menteur, mais non, c'est pas vraiment un menteur, il est en même temps un peu sincère. C'est une perte de temps là-dessus. C'est pas sur ça, je pense qu'il fallait partir. Okay. Voilà. Ok. Et voilà. pour les deux autres sujets, tu dirais que pareil pour un petit peu le plan, on est un peu dans la même idée? On est dans le même. Juste, je termine rapidement sur le sujet du menteur. Je disais que le grand 1, il aurait fallu partir sur l'idée que oui, Dorante maîtrise très bien l'art du mensonge par ses grandes qualités j'allais dire de menteur. Oui, voilà. Il est très éloquent. Et puis, l'autre côté qu'il fallait voir, c'est que, il n'est pas toujours un bon menteur parce qu'il s'en mêle les pinceaux, parce que par moments, les mensonges deviennent tellement gros qu'il est obligé d'avouer la vérité. Donc, il y a une sorte d'aveu d'échec, en fait, par rapport au mensonge. Et puis si on était un petit peu à l'aise, mais ça c'est pas obligatoire, il ne faut pas que les élèves s'inquiètent, on peut partir aussi sur le fameux axe 3, la fameuse synthèse. Alors attention, l'axe 3 il n'est pas obligatoire. Si vous avez fait le tour de la question dans les 2 premiers axes, c'est très bien. Il ne faut pas penser que l'axe 3, on va rajouter forcément des points à l'élève, pas spécialement. Mais l'axe 3, quelque chose d'intéressant à dire, c'est que si on prend un peu de recul en fait sur cette pièce, que l'art du mensonge soit ou non toujours maîtrisé, c'est une pièce en fait qui offre une réflexion sur la sincérité justement dans la vie de tous les jours, sur la sincérité, sur les dangers en fait des paroles séductrices et sur les dangers des paroles mensongères. Et en fait ici, Pierre de Corneille a cherché à faire triompher en fait la vérité et la sincérité. Voilà pour le petit mot final sur la pièce. Et donc après, le sujet B, Alfred de Musset, alors on est aussi un peu dans le... Il y a aussi une question de mensonge dans On ne badine pas avec l'amour. C'est un peu le fil conducteur, le point commun qu'il y avait entre ces deux pièces. Une fois de plus, ici, on nous demandait, donc, les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? Là aussi, normalement, naturellement, on a envie de répondre oui, ils s'affrontent sérieusement dans la pièce, mais d'un côté, ils n'ont pas vraiment conscience du caractère sérieux, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le oui, mais, une fois de plus, on part sur un plan dialectique. D'accord. Voilà, et donc les personnages s'affrontent-ils sérieusement? Une fois de plus, il ne fallait pas remettre en question que les personnages s'affrontent. Voilà, ça c'est comme pour le sujet de Corneille, il ne fallait pas remettre en question que les personnages s'affrontent et essayer de faire toute une démonstration pour dire oui, ils s'affrontent, mais en fait pas totalement, des fois ils sont d'accord. Voilà. Il fallait aller plus loin en fait. C'est pas le but, voilà. On sait que les personnages s'affrontent, alors quand on parle des personnages, on parle surtout là de Camille et Perdiccas, donc ce fameux couple qui est au centre de la pièce. Et est-ce que les personnages s'affrontent sérieusement dans cette pièce? Oui. Dans un premier temps, il fallait répondre que oui, parce qu'ils s'affrontent sérieusement. C'était le mot sérieusement, je pense, ici, qui était vraiment l'élément déclencheur de la réflexion. C'est une pièce avec des thèmes sérieux. On est face à un jeune couple qui va se confronter à la souffrance liée à l'amour. Il y a toute une question aussi de conception radicalement opposée à propos de l'amour. Camille, elle veut dédier tout son amour pour Dieu. Elle est très religieuse. Tandis que Perdiccas, lui, c'est plutôt la vision naïve, on va dire, très enflammée et très passionnée de l'amour. Donc en fait, c'est un sujet sérieux, l'amour. D'ailleurs, la pièce s'appelle « On ne badine pas avec l'amour », c'est-à-dire l'amour n'est pas un jeu à prendre à la légère. Donc oui, l'amour est un thème sérieux et la vision radicalement opposée de Camille et Perdiccas prouve que oui, les personnages s'affrontent sur ce sujet sérieux. Et puis, il n'y a pas que l'amour, en fait, sur lesquels ils s'affrontent. Voilà, exactement. Il y a aussi la religion, notamment, parce que Camille sort d'un couvent. Donc, Camille a une éducation religieuse. Donc, en fait, à travers Camille... En même temps, l'auteur fait une critique de la religion, des dogmes religieux, mais il s'oppose aussi sur cette conception liée à la religion. Qu'est-ce qu'il y a encore comme thème sérieux? Il y a toute une question aussi d'amour-propre, d'orgueil, parce que Perdiccas, finalement, est rejeté par Camille, donc voilà, son amour-propre en prend aussi pour son grade. Et il y a toute une question également d'orgueil et de vengeance. En fait, Perdiccas va se venger de Camille en allant séduire une pauvre fille qui s'appelle Rosette et qui n'a rien demandé.
demander pour rendre jalouse Camille. D'accord. Et donc tout ça, c'est sérieux en fait. L'orgueil, la jalousie, la vengeance. Et en plus, ce petit jeu va avoir des conséquences tragiques puisque Rosette va mourir à la fin, voilà, de l'histoire. À cause de ce petit jeu qui tourne au drame, elle meurt de chagrin. Donc oui, on peut dire vraiment et définitivement que les personnages s'affrontent d'une manière très sérieuse parce que les thèmes sont sérieux. Et puis après, comme d'habitude, le côté antithèse, le côté mais, oui, ils s'affrontent sérieusement, c'est ce qu'on a dit dans un premier temps, mais en même temps, ils n'avaient pas conscience en réalité, Camille et Perdiccas, du caractère sérieux en fait de leurs actions. À la base, c'est un jeu. D'ailleurs, c'est le titre de votre parcours, les jeux du cœur et de la parole. Le jeu, ça donne ce côté léger, voilà. On n'a pas conscience en fait de ce qu'on est en train de faire. Et donc, je pense que dans un axe 2, il aurait été intéressant de voir que, à la base, au début de l'histoire, c'est pas du tout sérieux en fait ce petit jeu entre Camille et Perdiccas. C'est plutôt pour titiller, on va dire, la jalousie de Camille. Et à aucun moment, les deux ne pensaient que ça allait prendre cette ampleur. En fait. D'accord. Voilà. Et puis une fois de plus, le grand 3 n'est pas obligatoire, rassurez-vous. Mais si vous étiez suffisamment à l'aise avec ce sujet, on aurait pu proposer un axe 3 comme une sorte de synthèse pour montrer, là aussi on prend du recul, que Alfred de Musset cherche ici à transmettre un message, une fois de plus, sur à la fois la critique des conventions, sur la critique de l'orgueil en même temps, et puis sur les dangers de la parole, séductrice. Donc voilà, on pouvait prendre aussi un peu de recul et en axe 3 proposer ces éléments de réponse. Super. Et voilà. Pour le sujet numéro 3, on va finir là-dessus. Ouais, et alors le sujet 3, pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Alors là, on partait d'une petite citation d'un critique qui a donc écrit « Le dialogue est toujours, en fin de compte, un jeu dans lequel tous les coups sont permis. » Et on vous demandait, cette citation éclaire-t-elle votre lecture de la pièce? La question est un peu bizarre, parce que d'habitude, on dit aux élèves, on demande comment ou en quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de la pièce. Là, en fait, on vous demandait si vous étiez d'accord, en fait. C'est ça la question. C'est ça le sous-entendu derrière la question. Comment il fallait la comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans cette pièce de théâtre, le dialogue est toujours un jeu dans lequel tous les coups sont permis? Alors oui, une fois de plus, on va dans le sens du sujet, on va dans le sens de la thèse. Oui, le dialogue est toujours un jeu dans lequel les coups sont permis. On voit bien que dans la pièce, en fait, ce sont deux meilleurs amis de longue date, H1 et H2, qui vont se disputer, en fait, à partir d'une phrase complètement anodine. Et en fait, on voit que le langage, que les mots, que le dialogue, au lieu d'être un outil de communication avec Nathalie Sarraute, ça devient plutôt un terrain, un rapport de force, un terrain où les forces en fait vont se confronter. Et le langage en fait c'est plutôt une sorte de champ de bataille entre les deux personnages. Okay. Donc on peut voir ça évidemment comme un jeu dans lequel tous les coups sont permis, dans le sens où avec le langage on va aller attaquer l'autre ou alors au contraire on va se défendre. C'est un jeu par contre où il n'y a pas de règles, donc ça je vais en parler dans le grand 2. C'est un jeu un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de règles, on comprend pas trop où les personnages veulent aller. Il n'y a pas forcément de gagnant ni de perdant parce que la pièce s'arrête, on a l'impression que ça va repartir. En fait, il n'y a pas vraiment de fin définitive. Mais c'est un jeu, on peut le considérer comme ça. C'est un jeu où, quand l'ambiance un peu retombe, il y en a un qui va relancer la partie. Donc voilà, on peut voir en tout cas que le dialogue dans cette pièce permet en fait de créer une sorte de duel verbal entre les personnages. Un petit jeu où en effet on peut tout se permettre, se faire des reproches et parfois même les rôles s'inversent. Alors, on est dans un jeu, une sorte de partie de jeu, on peut le voir comme ça. Et puis, d'un côté, c'est un jeu qui est limité. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il fallait dire après du côté en partie 2. En partie 2, ouais, voilà. C'est que c'est un jeu qui est limité et c'est un jeu qui est un petit peu particulier. Et en plus, c'est un jeu où tous les coups sont permis, oui et non. Parce qu'en fait, la spécificité de l'écriture de Sarraute, c'est qu'elle veut montrer comment on arrive aux limites en fait, de notre langage. Les personnages ici manquent d'aisance en fait, pour s'exprimer et pour régler leur compte en fait, entre eux. Donc il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de tension en fait entre les personnages et on ne peut pas dire que le dialogue est toujours un jeu, déjà parce qu'il prend des tournures un peu plus graves. On est dans une rupture amicale, donc le côté jeu c'est comme dans On ne badine pas avec l'amour, le jeu c'est léger. Là on voit bien que le dialogue à un moment n'est plus un jeu en fait, voilà, n'est plus un jeu, ça devient quelque chose de sérieux. Et puis où tous les coups sont permis, pas vraiment en fait, parce que les personnages n'ont pas les armes nécessaires, les mots sont des armes, ils n'ont pas les armes nécessaires pour
pouvoir se permettre de réaliser tous les coups. Donc c'est ça qu'il fallait cibler dans cette partie. Ouais. Les élèves devaient vraiment s'appuyer là-dessus. S'appuyer sur les limites en fait du langage et de dire que non seulement le dialogue n'est pas toujours un jeu, au contraire ça devient quelque chose de très sérieux. On profite du dialogue pour régler ses comptes, pour adresser des reproches à l'autre. Et en même temps, c'est un jeu, si on considère que c'est comme un jeu, qui est très limité parce que les personnages n'ont pas forcément les pions nécessaires comme un jeu pour aller au bout de la partie. Et d'ailleurs, la partie ne s'arrête jamais finalement. Parce que comme je l'ai dit, la pièce se termine sur une fin plutôt ouverte. Super. Voilà. Merci beaucoup Coralie pour ce résumé et ce corrigé. C'était très clair. Je pense que ça a été. On a bien abordé tous les thèmes de chaque sujet. Et pour retrouver les autres corrigés du bac, eh bien rendez-vous la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et aussi sur le site de l'étudiant.fr. Et évidemment, retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On vous file 2-3 astuces pour réussir votre bac. À très vite.